Alors, je m'en souviens pas très bien, puisque mon entourage me rappelle que je le dis depuis la fin du collège, mais je ne sais pas d'où ça m'est venu, parce que je n'ai pas de proches dans l'expertise comptable, donc peut-être que ça m'est venu à un forum des métiers ou quelque chose quand j'étais en 4e ou 3e. Quand j'ai été au lycée, quand on commençait à réfléchir aux orientations, le parcours m'a plu. À l'époque, moi, c'était encore DPECF, DECF, DESCF. Donc un parcours où on était intégré en cabinet pour le stage d'expertise en 3 ans et 3 mois, en passant par le lycée Flaubert, donc un niveau équivalent master en 3 ans et 3 mois. Donc cette rapidité, moi, me séduisait. En fin de lycée, donc je voulais être soit expert comptable, soit prof de maths. Voilà, plutôt une appétence pour les chiffres. En fin de lycée, j'avais fait 2 choix de cursus, donc soit une prépa ECS, économique, commercial et scientifique, mais qui est normalement plutôt destinée au bac S, qui veulent se diriger vers les métiers éco, droit ou école de commerce. Et moi j'étais en bac éco, donc on m'a plutôt dit de faire un choix vers la prépa ECE, qui était économique, commercial, voilà, mais plus pour les bacs ES. Et là, à ce moment-là, je me suis dit que non, ça me plaisait pas, donc j'ai vraiment mis en premier choix le lycée Flaubert, donc avec le DPECF. Manque de peau, je suis tombée en plein sur la réforme, donc le DECF, DESCF s'est transformé en DCG, DSCG avec un vrai parcours sur 5 ans. Donc j'ai fait mon DPECF, mon DCG, et puis là après, alors toujours dans l'idée d'être expert comptable parce que j'ai toujours dit que j'irais au bout, j'ai arrêté après le DCG, je me suis expatriée 1 an à Saint-Barth, dans les Antilles françaises, sur une occasion que j'avais eue par une connaissance qui avait été recrutée par un cabinet d'expertise comptable là-bas. Donc j'y suis partie avec mon conjoint, toujours mon mari actuellement. On est allé vivre 1 an là-bas, donc lui a trouvé un job aussi, pas du tout dans le même secteur. Voilà, donc j'ai travaillé en cabinet d'expertise comptable et j'ai commencé du coup à passer mes épreuves de DSCG en candidat libre. Donc mes premières épreuves de DSCG, j'ai eu la chance de les passer à Pointe-à-Pitre, à la Guadeloupe, voilà. Au bout d'1 an, on est rentré parce que être loin de nos familles, nos amis, ça, c'est pas une vie qui nous convenait finalement. Surtout qu'on n'avait jamais eu particulièrement de désir de s'expatrier. C'était vraiment l'occasion qui avait fait le voyage. Du jour au lendemain. En fait, j'ai postulé, donc c'était un cabinet parisien qui avait une antenne sur Saint-Barth. J'ai eu le filon par un ancien camarade de promo qui lui était parti, mais lui seulement 2 semaines, je crois. Il était allé, puis finalement il s'était dit non, c'est pas pour moi, il était revenu. J'ai postulé, ils m'ont appelé, j'ai fait un entretien sur Paris et 1 mois plus tard, on était parti. Voilà. Vraiment comme ça. Pendant mon cursus DCG, donc j'ai fait un stage dans un cabinet qui était à Saint-Nazaire puis à Sotteville chez Monsieur David, qui est à la retraite maintenant. Monsieur David et Alexis Renaud, qui lui exerce toujours. Donc j'avais fait mes 2 périodes de stage au même endroit, donc avec un peu de découverte de la saisie comptable, enfin voilà, ce qu'on peut faire en stage, voilà. Et en plus, j'avais réussi à ce qu'ils me prennent, donc ça c'était pendant ma 3e année de DCG, en temps partiel, 4 heures par semaine pendant la période fiscale. Donc ça c'était cool parce que j'y allais, alors je loupais du coup un peu de cours à Flaubert, mais bon c'était vu avec eux, et du coup j'allais aider pour un peu de fiscal, je faisais un peu de saisie comptable, voilà, j'avais réussi à avoir ça, donc ça c'était cool, donc ça m'a aussi conforté dans mon choix que je voulais aller plutôt vers cette voie-là. Je reviens de l'expat, donc j'avais validé, je crois que j'avais passé 3 épreuves du DSCG la première année, que j'avais validé aussitôt. Donc je me dis bon allez, je poursuis. Donc en revenant, j'intègre le cabinet fiducial
dans une agence qui ne gérait que des BNC, des professions médicales. Voilà, dans lequel j'ai fait 2 périodes fiscales, donc 1 an et demi à peu près. Seulement j'arrivais donc toujours en continuant à préparer mes épreuves de DSCG, sauf que je commençais à me dire, mais dans une agence comme ça, avec que des professions médicales, qu'est-ce que je vais faire pour mon mémoire de DSCG? Et puis, est-ce que c'est un cabinet dans lequel après, il y aura une place pour le stage d'expertise et puis assez de contenu aussi pour faire un mémoire de stage d'expertise. Donc, j'ai quitté Fiducial et j'ai ensuite intégré, donc c'était en 2013, le cabinet Secno à Mont-Saint-Aignan, dans lequel je suis restée 8 ans jusqu'à l'obtention de mon diplôme d'expertise comptable. Donc j'y ai terminé mon DSCG, toujours en candidat libre, et puis ensuite j'ai enchaîné sur mon stage d'expertise comptable. Alors, il faut pas se décourager, ça c'est sûr, parce qu'en fait ça veut dire travailler soir et week-end, en plus en vrai candidat libre, sans cours à distance, donc il faut s'astreindre à une autonomie, une rigueur, voilà, donc ça il faut le savoir. Ça veut dire que même en faisant ces semaines complètes et en gérant son portefeuille en cabinet, on a ça au plus à faire, on le choisit, c'est pas une obligation, mais bon, c'est quand même quelque chose. J'avais eu ma première fille aussi à l'époque, donc ça c'est un défi complémentaire. Elle est née quand j'ai eu mon DSCG, voilà, à toute fin. Donc c'est un défi complémentaire aussi, mais bon voilà, quand on veut, on peut. Et j'avais dit que je serais expert comptable, et comme je suis têtue, j'ai été jusqu'au bout. Ils m'ont fait évoluer. C'est-à-dire que quand je suis rentrée après Fiducial, j'étais junior pour la Secno. Alors la Secno, on avait la chance d'être autonome sur les portefeuilles. Il n'y a pas sur un même dossier client, il n'y a pas de hiérarchie avec un assistant, un collaborateur, etc. C'est-à-dire qu'on est projeté autonome sur son portefeuille. Alors on a des appuis techniques, évidemment, mais on a cette autonomie qui permet de progresser aussi et de s'organiser aussi dans le planning de façon assez souple. Donc voilà, donc j'ai commencé junior, ensuite je suis passée donc sur des dossiers qu'on appelait de tenue, c'est-à-dire où on fait toute la compta avec du client de proximité, de la TPE. Et puis petit à petit, je suis passée dans le service sur les plus gros dossiers, où là, plus quand il y a des comptables en interne, donc des dossiers de révision, de surveillance. Voilà, pendant le stage d'expertise, j'ai développé une spécialisation sur l'accompagnement des investisseurs locatifs, donc plus un accent en gestion patrimoniale, immobilier, technique, fiscalité, perso. Mon maître de stage, donc Rodolphe Berlemont, avait une clientèle très développée sur la partie aussi accès immobilier, grosse déclaration de revenus, etc. Donc j'ai eu la chance de l'accompagner là-dessus. Et puis donc ce qui m'a permis de faire mes preuves et de me spécialiser là-dedans. Donc j'en ai fait mon sujet de mémoire. Voilà, donc c'était un sujet qui était peut-être un peu trop à la mode au moment où je l'ai passé, puisque sur l'accompagnement des loueurs meublées notamment, ça devenait un sujet, voilà. Alors qu'à la Secno, quand moi j'ai commencé à demander si je pouvais faire rentrer des dossiers comme ça justement pour me spécialiser, c'était pas un sujet qui était forcément très maîtrisé ou très souhaité par les experts comptables qui maîtrisaient pas trop ces aspects-là de la gestion patrimoniale. Donc voilà, donc je m'en suis sortie à mes épreuves de DEC. Alors sur les écrits très bien, sur le mémoire un peu, voilà, un 10 pile poil comme beaucoup d'entre nous, mais qui suffit pour être diplômé. Donc je m'en cache pas, j'en ai pas honte. L'oral, le pire jour de ma vie. Je suis tombée sur un phénomène qui parlait très fort et qui essayait vraiment de me pousser dans mes retranchements, donc c'était très compliqué. J'ai bien cru en sortant que je ne le validerais pas, et puis si, bonne nouvelle à la tombée des résultats. À l'approche d'être diplômé,
on se met forcément des questions sur la table, enfin, en tout cas moi, parce que est-ce que je vais plutôt vers un grand groupe dans lequel je serai expert comptable salarié? Est-ce que je vais dans un cabinet indépendant? Si oui, quelle taille? Petit cabinet, gros cabinet? Qu'est-ce que c'est vraiment au final le métier d'expert comptable dans ces cabinets-là? Voilà. Donc je passe à ce moment-là plusieurs entretiens d'horizons différentes. À ce moment-là, la création de cabinet ne me vient pas du tout à l'esprit, enfin au moins la création ex nihilo. Je sais que je veux être expert comptable, je sais qu'à terme je veux être associé dans un cabinet, enfin en tout cas j'écarte le grand groupe avec le salariat. Voilà, donc je vais à mes entretiens plutôt en affichant cette volonté-là, que je cherche un projet de vie, que voilà, ça y est, j'arrive à l'aube de mon diplôme, etc. Je suis embauchée du coup, enfin j'accepte l'offre du cabinet Cogeps à Elbeuf, dans lequel je deviens donc, dès le mois d'avril suivant en m'inscrivant au tableau signataire. Donc en étant salarié chez eux, et puis voilà, donc en étant intégré complètement dans le management de l'équipe, mais aussi expert comptable signataire avec un développement de portefeuille. J'ai ma deuxième fille qui arrive, voilà, donc ça me laisse un an de plus pour réfléchir le temps de la grossesse, le congé mat, on ne prend pas trop de décisions à ce moment-là. Puis finalement, en seulement quelques jours, je dirais moins de 2 semaines, je rebats les cartes et les mêmes questions que je m'étais posées mon diplôme. Alors est-ce que je vais aller dans un grand cabinet? Est-ce que peut-être racheter un petit cabinet, etc. Et là, cette fois-ci, l'idée de créer émerge. Et en fait, une fois que j'ai eu cette idée, c'est devenu une évidence. Voilà. Et limite une révélation, parce que je me dis mais pourquoi tu n'y avais jamais pensé avant, Marie? En fait c'est ça qu'il te faut. Je rencontrais des jeunes experts comptables via le CJEC ou comme ça qui avaient créé leur cabinet, et puis voilà, des témoignages aussi de Laure Bonamour, Antoine de Nouyel, Manon Bidot, qui avaient été des gens qui s'étaient installés comme ça. Et voilà, mais vraiment une évidence. C'est-à-dire que voilà, après l'idée ne m'a plus lâché. Donc ça, on est en février-mars 2023. Donc je tiens au courant les associés Cogeps, parce que voilà, j'ai pris, je me dirige plutôt vers cette voie, et que je décide je m'installerai en septembre 2023. Donc je reste avec eux jusqu'à la fin de la période fiscale, congé d'été, et puis que je serai sortie des effectifs à la fin de l'été. Et puis ça s'est déroulé exactement comme ça. Voilà. Okay. Ouais, mais en fait, si tu veux, je pense que dans les professions libérales en général, puis moi je le vois dans mes clients aussi qui sont professions libérales, en fait, on est formé pour exercer un métier qui nous conduit finalement automatiquement vers l'entrepreneuriat. Alors pas forcément, mais un peu automatiquement, alors qu'en fait on n'est pas forcément des gens qui ont la fibre entrepreneuriale. Parce que quelqu'un sur un métier plus standard, qui peut être plutôt salarié de manière générale, s'il a l'idée d'entreprendre, c'est parce qu'il a cette fibre-là, ou que dans son entourage il y a des entrepreneurs et que c'est normal d'avoir son entreprise, etc. Et nous, je trouve que c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on nous fait passer par des étapes en fait dans lesquelles on évolue, puis un jour, hop, on a le droit de s'installer grâce à notre diplôme, et alors qu'on n'a pas forcément cette fibre. Donc, et moi, je pense que avant que ça devienne une évidence, je l'avais pas en fait. Et peut-être que j'ai plutôt, en faisant ce choix, cherché à quitter quelque chose plutôt qu'à créer, plutôt à quitter le fait d'avoir plein de salariés, plein de gens à gérer, des réunions, etc. Et plutôt l'envie de me recentrer, d'exercer comme je veux, à mon rythme, avec mes choix, et puis en étant maître de la barque, capitaine de la barque.
Et ben alors nous on a de la chance, c'est qu'on accompagne des créateurs d'entreprise. Donc déjà les étapes, matériellement on les connaît. Donc moi ce que j'ai fait, donc bon, j'ai un peu d'ego, j'avais décidé de ne rien demander aux associés COGEPS, donc je passe par un dossier de démission reconversion. J'ai fait c'est un dossier qui a duré 4 mois avec une commission qui accorde en fait, même quand on démissionne, le droit aux allocations, aux allocations chômage, tant pis, on dit pas comme ça normalement, tu couperas. Donc il donne le droit aux allocations chômage même en cas de démission dans le cadre d'une création d'entreprise. Donc j'entame ce cursus sur le printemps 2023 et une fois que, donc déjà c'est rassurant quand tu crées ton entreprise, tu sais que tu vas avoir quelques mois avec de la rémunération puisque je savais aussi que je partirais sans client ou quasiment pas de clients du cabinet. Donc voilà, donc je me construis à travers ça aussi prévisionnel financier. Donc ça c'est pareil, on a de la chance, on le fait pour nos clients, donc on peut le faire facilement pour nous avec des objectifs de chiffre d'affaires sur 6 mois, 1 an, 1 an et demi. Le but étant que je puisse au moins me rémunérer à la fin des droits au chômage. Ensuite, prendre contact avec l'ordre, évidemment, pour dire qu'on va créer, quand est-ce que sera la commission du tableau, etc., pour les inscriptions. Puis, en fait, tout se fait assez naturellement parce que, encore une fois, vu qu'on le fait pour nos clients, les rouages, on les maîtrise. Donc, voilà, moi, une fois que j'ai été diplômée, je ne faisais quasiment que ça, accompagner du créateur d'entreprise. Donc finalement c'est plus simple que pour d'autres. Voilà, après ça passe par le choix des outils qu'on va prendre. Donc moi j'avais fait le choix au début de ne pas prendre de local pour limiter les frais. Donc j'ai immatriculé ma société chez moi, j'ai simplement pris un abonnement au Hangar 105 au coworking pour recevoir mes rendez-vous, y travailler, pour limiter les coûts. Donc choix des logiciels. Alors j'avais aussi cette chance, c'est que j'ai toujours été, que ce soit la SECNO chez COGEPS, impliquée dans tout le processus informatique, la rédaction des procédures, choix des logiciels, etc. Donc moi j'avais déjà une bonne vue de ce à quoi il fallait penser, qu'est-ce qu'il fallait absolument avoir comme outil, les tarifs aussi évidemment, parce que ça fait partie du choix au démarrage. Et puis on y va comme ça. Voilà. Alors déjà moi je faisais déjà partie d'un club d'affaires, donc un réseau d'entrepreneurs, donc j'avais un petit réseau par ce biais-là. J'ai communiqué quand même sur le fait que j'allais m'installer. De chez COGEPS, j'ai pu partir avec une toute petite clientèle, surtout axée sur de la déclaration fiscale personnelle, donc vraiment rien, une petite dizaine de clients et pas beaucoup de chiffre d'affaires, mais ceux-là je les avais déjà. Quelques clients par le bouche à oreille du réseau, et après j'ai eu une chance inouïe, c'est qu'en fait dès le mois de novembre un confrère m'a contacté pour me proposer de racheter un morceau de sa clientèle. Donc lui était dans une démarche de se soulager parce qu'il avait des difficultés de recrutement, qu'il était aussi un peu en ras-le-bol et qu'il avait développé trop vite et qu'il n'arrivait plus à tout suivre. Et en fait ça s'est fait extrêmement rapidement. Alors le chiffre d'affaires que je lui ai racheté n'était pas encore à mon objectif de première année, mais évidemment tout de suite ça a mis une pression en moins, puisque en fait ce qu'on pensait faire à 6 mois, 1 an, en fait on l'a dans les mains au bout de 2 mois. Donc une chance inouïe. Ça c'est pareil, je l'avais pas du tout envisagé, parce qu'en fait quand je me dis je crée, j'étais pas du tout dans une démarche de me dire je vais aller acheter un cabinet ou une clientèle, etc. Mais pas du tout. Donc voilà. Donc on en discute, il me présente la liste des clients qui souhaiteraient me céder, voilà. Et puis on y va. C'est-à-dire qu'en fait j'ai récupéré, là c'était un peu plus d'une trentaine de dossiers à partir du 1er janvier 2024 en mission. Voilà. Donc là par voie de rachat, j'ai dû contracter un emprunt à ce moment-là, mais une super opportunité pour atteindre mon objectif de première année beaucoup plus rapidement. Donc là évidemment ça sérénise.
Et c'est vrai que des fois on parle avec d'autres jeunes en création ex nihilo ou qui y pensent mais qui ont peur justement du développement de chiffre d'affaires. Et moi j'essaie toujours de les rassurer. Alors, oui, j'ai eu cette chance, mais en fait après ça tombe super vite. On a des appels mais toutes les semaines quoi. Voilà. Alors moi, le fait d'acheter cette clientèle, ça m'a aussi permis d'être sélective assez rapidement. C'est-à-dire que je me dis, bon, bah voilà, c'est-à-dire que si un client, une activité ne me plaît pas, aussi dès le premier contact, je ne sens pas trop le client, je m'embête pas à poursuivre. Peut-être que si j'avais eu un peu plus les crocs, j'aurais accepté un peu plus tout et n'importe quoi. Donc j'ai pu me permettre aussi de faire ce choix. Et en fait, après, ça vient tout seul. Ils appellent, enfin, on court pas derrière en fait. Voilà. Que ce soit du créateur, des clients qui sont pas satisfaits de leur cabinet actuel, ou voilà. Oui. Et c'était d'ailleurs initialement mon axe de développement principal. Donc la clientèle que j'ai rachetée, c'est une clientèle de TPE. De toute façon, bon, il en faut forcément, parce que l'émission patrimoniale, c'est bien, mais en général, c'est peu facturé. Donc il en faut beaucoup pour arriver à un roulement de chiffre d'affaires. Mais oui, c'est des choses que j'ai mis en avant. Donc moi, sur la partie des clients pro, je travaille exclusivement avec de la TPE ou de l'indépendant, vraiment du tout petit client. Moi, j'aime le travail de proximité, les gens qui sont, on va dire, au même niveau que moi, avec qui je peux échanger facilement, où les échanges vont être fluides, pas trop prise de tête. Faut que ça soit simple dans les échanges, ça pour moi c'est très important. Et sur la partie gestion patrimoniale, en fait, par rapport à d'autres grands cabinets qui ne vont pas forcément accepter les missions que immobilières, sur de la SCI, du meublé ou de la déclaration de revenus isolément, ils vont le faire, mais quand c'est déjà rattaché des clients pros qu'ils ont, moi j'accepte ces missions-là. C'est-à-dire que j'ai pas mal de confrères en fait qui ont des appels et qui m'envoient ces clients-là. Ah non, moi je prends pas, mais vous pouvez appeler Marine Quéré, voilà, etc. Donc c'est une clientèle que je développe moi et que j'accepte, et puis assez bien, voilà. Et ça, j'ai fait la formation aussi l'année dernière organisée par la Force et AG2R du label patrimonial, parce que vu que c'est une spécialité que je mets en avant pour avoir un peu plus d'assises techniques et réussir aussi à mieux vendre mes missions, parce que vendre nos missions courantes d'honoraires, de compta, déclaration, etc., ça on sait le faire, on sait les chiffrer, mais on fait quand même beaucoup de choses à côté, des simulations. Voilà. Moi j'ai énormément de clients qui me disent j'aimerais bien acheter cet appartement là pour le mettre à louer, est-ce que vous pouvez regarder si ça vaut le coup ou pas. Ça c'est des choses que je faisais sauf sur les grosses études mais quasiment systématiquement gratuitement, et maintenant en fait je les facture. Moi en fait si tu veux, j'y vais de façon prudente, c'est-à-dire que toutes mes phases de développement, je les fais par étapes et j'ai attendu à chaque fois de stabiliser avant de redévelopper un petit peu. Donc j'ai eu ma première salariée qui est arrivée l'année dernière, débutante, donc j'ai formé, parce que pendant un an et demi, je faisais tout toute seule, donc on refait les dossiers, etc., comme 15 ans avant. Donc au début c'est rigolo, puis après ça devient un peu ennuyeux. Et puis surtout ça prend du temps parce que plus on développe, mais en fait faire tout de A à Z, à un moment ça peut commencer à déborder. Donc moi j'ai toujours dit je stabilise, je développe un peu de chiffre d'affaires supplémentaire, je recrute, j'attends qu'elle se forme, je restabilise, hop, je remonte un petit peu. Le but, moi, là, à 3 ans, c'était d'avoir le chiffre d'affaires suffisant pour me payer, la payer et payer mon local. Donc là, j'ai emménagé ici en juin 2025. Donc ça, moi, c'était mon objectif. Être payé, la payer, payer mon local. C'était mon objectif d'année 3.
Bon, j'y suis. Donc voilà, j'ai l'année devant moi pour réfléchir à ce que je veux faire. Et puis évidemment, moi, le but c'est qu'elle soit de plus en plus autonome sur la production quotidienne des dossiers pour développer peut-être des missions qui, moi, me font plus plaisir sur la partie accompagnement d'investissement locatif, encore une fois. Et là, c'est vrai que ces derniers mois, avec le gain d'autonomie, oui, j'ai pu plus faire des missions exceptionnelles, réussir à les vendre, parce que des fois, on me donne des réponses un peu rapides au téléphone, parce que sinon, c'est juste qu'on va devoir faire un rapport, une aide de mission, etc. Donc, on dit, bon, allez, on s'économise ça, on répond en 5 minutes au téléphone. Et là, du coup, maintenant, je prends plus le temps de le faire, et c'est ça qui me plaît. Voilà. Après, j'ai pas d'ambition de développement extraordinaire, en tout cas pour l'instant. Voilà. C'est facile, j'ai jamais aussi peu travaillé de ma vie. En fait, ma charge de travail, je te parlais aussi de stabilité, c'est aussi pour ça, ma charge de travail en cabinet était beaucoup plus importante que celle que j'ai aujourd'hui. J'ai des coups de bourre, évidemment, mais j'ai jamais aussi peu travaillé que depuis que je suis à mon compte. Alors le fait de développer petit à petit, ça aide, parce que voilà. Mais donc, non, j'ai jamais autant profité de mes filles que maintenant. Enfin, ma deuxième a beaucoup plus de chance que ma première. C'est-à-dire que là, maintenant, ils vont à la bibliothèque, j'accompagne la sortie, ils vont au cinéma, j'accompagne la sortie. Pour ma grande, je pouvais pas le faire. Je le faisais jamais, j'avais pas le temps, j'étais pas là le soir, j'étais pas là certains week-ends. Tout ça, c'est fini. Okay. Se laisser le temps déjà, parce que moi, avant que de faire ce choix, j'étais aussi comme ça, voilà. Puis mettre les cartes sur la table, quel choix s'offre à moi. On a le temps déjà, parce que de toute façon, même une fois diplômé, on a encore 40 ans à travailler derrière nous, donc on a le temps de choisir et on a le temps de changer. On n'est jamais bloqué dans la vie, c'est pas parce qu'on prend une décision aujourd'hui qu'elle est valable pour toujours, donc il y a toujours le temps de changer d'avis. Et puis je pense que chaque profil est différent, donc des gens qui vont avoir plus besoin de cadre, peur d'avoir trop de responsabilités ou trop de choses à penser, vont peut-être être mieux être salariés dans un grand groupe sur de la direction d'équipe technique, voilà, peut-être direction de bureau, et encore avec moins d'autonomie en tout cas sur la gestion, on va dire. Et puis voilà, ceux qui ont peur d'être seuls, peut-être plus viser de l'association sur des cabinets indépendants, mais avec une certaine structure. La solitude aussi, c'est quelque chose. Les jeunes, les entrepreneurs en général, on parle beaucoup la solitude du dirigeant. Donc ça c'est quelque chose aussi auquel il faut penser, parce que c'est pas anodin et c'est pas fait pour tout le monde non plus, je pense. Voilà. Café, évidemment, mais beaucoup. Des mots fléchés. Été. Un client qui est parfait, qui m'offre des chocolats à Noël, qui me remercie pour la moindre réponse que je lui apporte. Et tout ce que tu vois ici est mangeable. Un millefeuille, ouais, il y a plein de couches, il y a plein de choses différentes. Ouais, c'est bien, un millefeuille.